Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 160. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode qui aujourd'hui est une interview. Il m'a paru intéressant de recevoir Morgane Carmona qui occupe les fonctions de responsable éditorial au sein de la plateforme dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Édite et nous. Alors dans cette interview, on va aborder essentiellement l'étape lors de laquelle l'auteur va soumettre son manuscrit à un éditeur et surtout la question du fameux pitch, c'est-à-dire ces quelques petites lignes, peut-être 400-500 caractères qui doivent emporter l'adhésion d'un éditeur. Alors on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, dans Devenir écrivain, la puissance du synopsis, du dossier de soumission et puis du pitch qui fait que l'éditeur doit être charmé très très vite par le thème principal et puis par la valeur ajoutée de ton roman et surtout met en avant parfois les difficultés de compréhension entre d'un côté l'auteur qui a son propre langage avec un roman qu'il défend, qui lui a coûté sang et eau, qui est une partie de lui, et puis de l'autre un éditeur qui doit aller droit au but parce qu'il est submergé de soumissions et lui ce qu'il a besoin de savoir c'est est-ce qu'il va vendre facilement cette histoire à son lectorat ou est-ce que ça va être un petit peu plus difficile. Et pour ça, il n'a pas le temps de lire la totalité du manuscrit. Et donc, il va un petit peu regarder ce qui se passe dans ce fameux pitch. Et ce qui est intéressant, tu le verras, c'est que Morgane, qui voit quand même passer pas mal de ses pitchs, puisque le propre de la plateforme Éditez-nous, c'est en tant qu'auteur de pouvoir poster un pitch avec un résumé, une espèce de fiche de résumé de son roman pour que celle-ci soit diffusée à un carnet d'adresses de plusieurs éditeurs. Et donc du coup, la question de cette fameuse rédaction de ce pitch, elle est évidemment cruciale et Morgane a un certain nombre de choses, de recommandations à dire sur le sujet. Donc j'espère que cette interview va t'intéresser. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et on sent que c'est quelqu'un qui est assez passionné. Donc voilà, je te laisse avec cet épisode et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Morgane Carmona qui occupe les fonctions de responsable éditorial au sein de la plateforme Éditez-nous. Bonjour Morgane et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Je t'en prie. Alors, on va parler un petit peu de plein de choses parce que, évidemment, les fonctions que tu occupes vont intéresser grandement nos auditeurs. Donc, on va vraiment balayer un maximum de sujets. Mais en tout premier lieu, et avant de rentrer dans le cœur de l'interview, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours personnel et sur ce qui t'a amené finalement à occuper les fonctions de responsable éditorial, alors au sein de la plateforme Éditez-nous, mais j'imagine que tu as eu un passé avant et du coup que tu as suivi un cursus et que surtout tu as des motivations ou des centres d'intérêt qui ont fait que ça t'a amené à occuper ces fonctions maintenant. Tout à fait. Alors moi, juste pour mon parcours, j'ai commencé en fait juste après mon bac par, une prépa littéraire donc Hippo Cagne. Donc voilà, j'étais déjà, dans la littérature, j'aimais beaucoup ça, et je suis partie ensuite directement, dans des études d'édition, notamment avec le DUT, édition librairie à Bordeaux d'abord et puis ensuite, j'ai enchaîné avec la licence pro, édition avec, l'Asfored à Paris et puis après sur un master, à Vutaneuse, le master 1 en commercialisation du livre et le deuxième en politique éditoriale et ces 3 dernières années-là, je les ai passées en alternance aussi. Donc j'ai, travaillé avec, des maisons d'édition, notamment, De Bouques Supérieures, qui appartient aujourd'hui à Albin Michel et qui fait en fait des livres de préparation pour, les écoles d'infirmières, et cetera. Puis ensuite, les éditions du Rouergue, qui est une maison d'édition assez généraliste, mais qui est assez connue pour son catalogue jeunesse notamment. Là, je les ai rejoints pour de la communication beaucoup, pour, aussi accompagner, l'attaché de presse et la relation libraire. C'était très intéressant et puis après je me suis, vraiment, orientée vers
l'éditorial, là où, en fait, je m'épanouissais le plus et j'ai rejoint les éditions du Chêne EPA qui aujourd'hui sont scindées en 2 maisons d'édition distinctes, mais qui, voilà, étaient, très intéressantes pour moi, dans ma carrière et j'ai continué à travailler avec eux en tant qu'éditrice indépendante. J'ai travaillé avec d'autres maisons, Place des Victoires, Hachette Pratique, Mango également et d'autres maisons, d'édition, voilà. Et puis, j'ai croisé le chemin de Valentin, Vauchel et de Thomas Vivien, qui ont, créé, Éditez-nous en novembre 2020. Moi, je les ai rejoints en février 2021, donc 4 mois après, le lancement d'Éditez-nous. On avait la même vision des choses, la même vision du monde de l'édition surtout et de la chaîne du livre. Ce sont également tous les 2 des professionnels du livre. Valentin Vauchel était, lui, directeur, de librairie indépendante pendant plusieurs années et également du, Virgin Megastore des Champs-Élysées, qui a fermé en 2013 et puis, Thomas Vivien qui lui était, directeur commercial des éditions Taschen, filière, francophone. Donc on est vraiment, tous des, professionnels de l'édition et voilà, on a la même vision de ce que de tout ça et puis, la volonté aussi de renouveler certaines choses et puis, d'amener une certaine, du challenge en fait dans ce monde-là. Bien sûr aujourd'hui je ne suis pas seule, enfin je manage un petit peu tout le pôle édition, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi, notamment, Lorraine, qui elle s'occupe de la partie, historique, qui s'occupe de la partie imaginaire et jeunesse également. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la jeunesse. Justement, elle a été, éditrice, notamment, aux éditions, Gauthier Langros. Elle connaît pas mal aussi la BD, elle a travaillé chez les éditions Dupuis. Donc voilà, c'est vraiment, quelqu'un qui est, experte dans son métier. Elle a aujourd'hui, lancé, sa propre maison d'édition jeunesse qui s'appelle Michi. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Mmh. C'est très sympa, comme univers, des albums jeunesse très doux, voilà. Et puis, Victor aussi, qui d'un autre côté, lui, s'occupe de la non-fiction et du polar. Et c'est également un éditeur qui a travaillé, auparavant pour, les éditions d'Autrement, les éditions Albin Michel et qui continue aussi à travailler avec d'autres maisons d'édition aujourd'hui. Voilà, donc on a vraiment cette expertise et j'ai évidemment aussi mes assistantes, Cléa et Solène, qui, m'accompagnent, aussi sur la littérature générale, sur, la littérature, régionale aussi, et puis, sur, les nouvelles, la poésie, le théâtre. Voilà, on essaye de balayer, Tous les genres. tous les genres, absolument. C'est intéressant parce que, étonnamment, ou pas d'ailleurs, hein, parce que les trajectoires professionnelles, elles se croisent évidemment, mais on a beaucoup de jeunes auteurs qui nous suivent et qui sont intéressés, alors soit à titre personnel, soit vraiment par curiosité professionnelle, et qui se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit suivre comme cursus si on veut se lancer, soit en éditrice indépendante comme ton parcours le laisse voir, Oui, soit de travailler dans une structure traditionnelle, c'est-à-dire une maison d'édition ou quelque chose d'un petit peu plus novateur, comme Éditez-nous, par exemple. Et du coup, c'est intéressant de voir concrètement un parcours qui peut amener, j'imagine que c'est pas le seul, bien mais sûr. un des parcours qui peut amener au métier de responsable éditorial. Oui, absolument. Oui, oui, c'est vrai que, il y a évidemment un nombre incalculable, hein, de façons d'arriver à ce monde-là. Mais c'est vrai que moi, je crois que ce qui m'a vraiment permis d'y accéder et d'y être, vraiment dedans, c'est, les alternances, en fait. C'est le fait de travailler, de mettre un pied dans le monde du travail, même si on est encore en train d'apprendre. Et ça m'a beaucoup aidée et ça a aussi fait, que ma carrière aujourd'hui, a eu une petite, accélération justement où, parce que je connaissais déjà pas mal, le monde du livre. J'avais évidemment travaillé en tant qu'éditrice indépendante donc forcément, voilà, j'ai eu, l'expérience, qui a fait qu'aujourd'hui, je manage ce pôle édition en tout cas. Mais je pense que tu partageras mon point de vue. C'est vrai, alors c'est vrai pour plein d'autres corps de métier, mais pour ce qui est de la chaîne du livre, c'est quand même un métier qui fonctionne beaucoup sur le réseau, de quelqu'un qui met un pied dans ce milieu-là et qui est recommandé par un autre, etc. Et c'est vrai que quand on commence à bourlinguer un peu dans ce milieu-là, hein, moi ça fait à peu près une dizaine d'années, on croise les mêmes noms en fait qui au cours de leur
leur carrière, du coup, travaillent chez les uns, chez les autres, etc., etc. Et le réseau est très important. Et je pense que c'est très intéressant que tu évoques le fait de faire des stages, en fait, parce que du coup, ça te permet de commencer à mettre un pied. Et c'est là que tu rencontres différents acteurs de cette chaîne du livre et que tu crées tes opportunités, en fait. C'est vraiment un monde un peu de l'entre-soi, d'ailleurs, faut bien le dire. Et le réseau est très important. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord, avec toi, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai pas eu de relation avec des personnes, dans l'édition, avant d'y arriver. En tout cas, j'avais pas d'échange, petit à petit, j'ai quand même réussi à atteindre ce monde-là. Mais en fait, il faut entretenir justement ce réseau qu'on connaît à peine et qu'on commence, à se faire un espèce de portefeuille en soi, hein. Et il faut vraiment l'entretenir. Par contre, ça, c'est vrai, c'est un monde tout petit et donc on se croise très souvent, je Exactement, sais pas. c'est un petit monde, tu as tout à fait raison. Et alors du coup, ça me permet de faire la transition, parce que, évidemment, maintenant, on va parler de ton actualité et donc évidemment, on va parler, d'Edith Henou. Et alors, du coup, c'est quelque chose qui, m'interpelle parce que, pour le coup, Edith Henou et l'ICAR, on s'est créés peut-être à 6-8 mois d'intervalle, Oui, en fait, pour le coup. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on intervenait, tous les 2 dans des domaines différents et à des étapes différentes de cette chaîne du livre, avec cette même envie de proposer quelque chose qui, en tout cas pour nous, n'existait pas, ou en tout cas pour nous, n'était pas suffisamment développé et n'était pas suffisamment professionnalisé, avec, et je pense que tu me contrediras pas, avec dans l'idée d'apporter un service qui répond à un besoin des auteurs qui veulent se lancer et qui veulent se professionnaliser. Et donc, du coup, parlons un petit peu d'Editez-nous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, bien qu'on a compris, hein, l'idée que les deux fondateurs avaient, hein, évidemment, au départ, mais concrètement, toi, en tant que responsable éditorial, qu'est-ce que tu occupes comme fonction concrètement au sein de la plateforme Éditez-nous qui se propose, hein, c'est ce qu'ils expliquent très bien sur le site, hein, qui se propose de mettre en relation les auteurs et les éditeurs et finalement de fluidifier une difficulté qui est que c'est un monde de l'entre-soi et c'est un monde qui cultive le secret, hein. La chaîne du livre, alors de moins en moins grâce à nous et à vous, mais quand même qui cultive un peu le secret. oui, exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, nous, notre objectif, 1er, c'est vraiment de faciliter les démarches des auteurs et des autrices quand ils présentent leur manuscrit, aux maisons d'édition. Aujourd'hui, le monde du livre, et tu l'as très bien dit, est très opaque en fait, très flou. On ne sait pas vraiment, enfin, il y a différentes informations qui sont données ça et là sur internet. Nous, l'idée, c'est aussi de rassembler tous ces bouts de vérité sur un seul endroit en fait, Éditez-nous. Et donc, on a pour ça notamment un blog avec plusieurs articles. On en publie à peu près 2 par mois et où en fait on évoque certains, sujets, notamment, spécifiquement sur la chaîne du livre, mais aussi, on peut, déborder et aller vers, d'autres sujets, qui vont, carrément dans le texte. Comment, écrire un bon dialogue, comment, trouver un bon titre et cetera. Mais en fait, en donnant toujours des codes des codes de l'édition, en fait. Bien sûr, l'idée n'est pas non plus de donner des recettes magiques parce qu'il n'en existe, malheureusement pas. Et Mais nous en tout sommes bien cas d'accord. exactement, mais en tout cas de donner des éléments qui, pourraient éviter aux auteurs et aux autrices de perdre leur temps, en fait, sur des choses et voilà, de leur donner des clés, quoi. C'est vraiment ça, l'idée. Ce que nous ne sommes pas, en revanche, ce sont des, agents et des agentes littéraires. Nous ne sommes pas une agence, littéraire, parce que nous n'allons pas, jusqu'au contrat et puis, nous ne défendons pas les auteurs et les autrices de manière exclusive. Nous nous assurons, en fait, que, les manuscrits soient bien visibles par les maisons d'édition et qui ne soient pas juste enfouis sous une montagne en fait de mails et donc qui deviennent finalement invisibles. Nous, avec Éditez-nous, on a créé en fait des espèces de fiches manuscrits qui, lorsque l'auteur ou l'autrice va s'inscrire sur Éditez-nous, il va créer cette fiche manuscrit avec un titre, avec bien sûr son nom, prénom ou alors pseudo, hein, bien sûr, le pitch, les catégories littéraires et puis les mots-clés. Et voilà, il va télécharger son fichier et sa fiche sera complète. Et avec ce pitch-là,
L'idée, c'est vraiment, qu'il soit le plus, optimal possible et le plus, précis, possible et en fait, en un coup d'œil, le l'éditeur ou l'éditrice va pouvoir se dire: «OK, cette thématique, elle me parle, il y a tel mot-clé, qui, donne telle, enfin, information sur l'univers, sur l'atmosphère du livre. Je veux aller vers ce texte-là». Après, il y a d'autres textes, où je dis: «Bah, ça, c'est un thème que j'ai déjà dans mon catalogue», ça peut arriver aussi, enfin voilà. La personne, l'éditeur ou l'éditrice ne va pas aller jusqu'à lire l'extrait, donc c'est un extrait de 10 pages, ou la lecture, complète. Mais voilà, c'est vraiment, il y a une espèce d'étape en fait, c'est, voilà, il parcourt, son fil en fait de tous les manuscrits qui apparaissent dans sa sélection, parce qu'il a aussi, préalablement, coché des catégories littéraires qui en fait sont les gens littéraires, hein, tout simplement, qui Mmh. correspondent à sa ligne, parce que, non seulement on aide les auteurs et les autrices, mais on essaie aussi de dénouer ce point de douleur auprès des éditeurs et des éditrices qui, ont, leur service de manuscrit qui est totalement, obstrué en fait, hein. Il y a, énormément de textes, qu'ils reçoivent chaque année, mais ça, les auteurs et les autrices le savent bien. Et Hem oui, et le problème des éditeurs, c'est ce qu'on leur dit aussi beaucoup, c'est pas tant, qu'ils soient, assaillis de chouettes manuscrits parce que, ben, un éditeur, le but, évidemment, c'est d'avoir un maximum de chouettes histoires, à vendre à leur lectorat, qui est, identifié. C'est qu'ils sont pollués par un certain nombre, de manuscrits qui ne correspondent absolument pas ni à leur ligne éditoriale, ni au thème qu'ils proposent et c'est ça le gros souci. Et je pense que tu iras dans mon sens, qui est que la problématique, c'est que souvent, les jeunes auteurs, ils manquent de cette clé de comment est-ce que je m'adresse à un éditeur pour que très rapidement, cet éditeur, il puisse savoir si on a quelque chose à faire ensemble ou on n'a pas quelque chose à faire ensemble, en fait. Et souvent, les auteurs, ils sont axés sur leurs histoires et ils se disent, bah, il faut que j'explique à l'éditeur à quel point mon roman, il est génial, il est super, etc. Alors qu'en réalité, en face, l'éditeur, lui, ce qu'il veut essentiellement savoir, c'est est-ce que le thème et l'intention littéraire du roman rentre non seulement dans ma ligne éditoriale, donc que je pourrais facilement vendre à mon lectorat, et est-ce qu'il aborde un thème que je n'ai pas déjà abordé, soit récemment, soit que je compte aborder. Et comme tu dis, ce point de douleur, justement, je trouve que c'est bien dit, c'est justement là qui fait qu'on a une problématique de vocabulaire entre le vocabulaire et le mode de communication des éditeurs d'un côté, et le vocabulaire et le mode de communication qui est propre aux auteurs de l'autre côté, en fait. Absolument. Oui, c'est exactement ça et justement, mes assistantes, Cléa et Solène, elles s'occupent d'accompagner les auteurs et les autrices qui sont inscrits sur Éditez-nous pour, leur, donner des conseils justement sur ce pitch. Parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est pas très, facile, c'est, 400 caractères, hein, c'est très peu, mais Oui. c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire parce qu'on se dit que c'est aussi un exercice pour eux, de se dire: «En 400 caractères, comment je fais pour que mon texte, soit, au enfin voilà, attire vraiment l'attention, interpelle, l'attention de l'éditeur ou de l'éditrice et c'est, cet exercice-là qu'on trouve vraiment intéressant et voilà, nous on a des auteurs et des autrices qui nous disent: «Oui, mais enfin, c'est compliqué quand même, de le faire en 400 caractères». Oui, mais essayez, enfin, c'est vraiment, pour les éditeurs et les éditrices aussi, une preuve aussi de se dire, «Tiens, la personne, elle a bien réussi en 400 caractères seulement à me donner envie de cliquer, sur extrait ou de cliquer, sur lire». Donc Exactement. Nous, voilà. nous à l'ICAR, hein, dans notre formation, c'est presque l'exercice Mmh. le plus compliqué. C'est-à-dire tout le reste, toute la technique narrative, etc. Je dis pas que ça passe crème, évidemment, hein, parce que c'est toute une, c'est tout un apprentissage. Mais ce passage-là du Oui. fameux pitch, qui est donc pas du tout la même chose que le synopsis, hein, qui Non. est encore plus douloureux que le synopsis, parce que le synopsis est déjà un exercice que les auteurs trouvent douloureux. Mais alors le pitch, comme tu dis, c'est très peu, c'est une poignée de lignes et c'est de la douleur pure pour les auteurs qui sont le plus souvent persuadés que c'est un exercice qui va abîmer leur texte parce que ils vont l'ultra simplifier, etc. Et que du coup, forcément, ça abîme le texte. Alors que c'est tout l'inverse, en fait. C'est Exactement. que de la puissance qu'on peut mettre dans ce fameux pitch, et tu cites très justement les 400 caractères, c'est ça, bon, c'est quelques lignes, hein, ça correspond à quelques lignes, c'est ça qui emporte la conviction de l'éditeur. Donc ça n'abîme pas le texte, au contraire, ça le met en valeur, mais c'est un exercice que beaucoup d'auteurs
ont du mal à percevoir l'importance parce que évidemment ils sont axés sur il faut que je sache bien commencer mon roman, il faut qu'il soit structuré, il faut que j'ai des super personnages, etc. Bien sûr tout ça, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avant qu'on donne la chance au manuscrit, ça passe nécessairement par cette porte d'entrée. Absolument. Oui, c'est tout à fait ça. C'est absolument ça, et voilà, nous, on œuvre vraiment pour, cet accompagnement et pour leur donner toutes les clés, que ce soit par les articles ou par les messages que nous, on envoie, de notre côté, parce qu'on échange, ben, tous les jours, hein, avec les auteurs et les autrices. Voilà, il y a effectivement, il y a aussi, pas mal de frustration, hein, parfois de leur part et je les comprends. C'est vrai que c'est des fois assez difficile, mais voilà, on leur dit toujours de ne jamais lâcher et de persévérer, quoi qu'il arrive. Alors justement, puisque tu as ce regard-là, toi, sur ces tentatives, du coup, que les auteurs font, qui est naturel, une fois qu'ils ont un manuscrit qui est abouti et de qualité professionnelle et c'est bouclé, etc. Donc vient le moment où ils vont faire les démarches auprès des éditeurs. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu vois. Est-ce que tu pourrais me parler des principales problématiques et écueils que toi tu vois justement lorsque tu vois ces auteurs remplir leur fiche de présentation, faire cette espèce de pitch, etc., puisque tu as un gros échantillon, vu que vous balayez tous les genres, pour le coup. Est-ce que tu as une espèce de liste ou de quelques écueils qui sont récurrents pour toi? Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux citer, en premier, ce serait, les auteurs et les autrices qui parfois dans ce pitch-là, justement, dans ces 400 caractères, évoquent déjà l'intérêt commercial de leur texte. Peut-être, c'était peut-être un peu tôt, ça va peut-être un peu tôt à ce stade-là, et c'est vrai que en fait, dans le pitch, on attend surtout, d'être emporté déjà par l'univers, de se dire: «Bah, j'ai vraiment envie d'aller en voir, plus» et en fait, ce côté très commercial, très terre à terre, alors, je suis une grande littéraire, donc il y a ça aussi, mais c'est vrai que pour les éditeurs et les éditrices, hein, qui ont aussi cette vision, commerciale, hein, sans souci. Mais c'est vrai qu'en premier abord, voilà, on veut d'abord connaître l'histoire. On veut d'abord, savoir, ce que voilà, quelles aventures ou quelle expérience on va faire dans ce texte et voilà, l'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui ressort de cette intrigue, est-ce qu'il y a des éléments un peu, particulier sur des personnages. On peut aussi faire un focus sur certaines parties. L'idée, c'est vraiment d'être concis et précis. J'ai aussi, vu des auteurs et des autrices, faire des petits commentaires, sur, je sais pas, sur, le site ou, disant, «Ah tiens, mais j'ai mis, cette catégorie-là, est-ce peut-être que j'aurais peut-être mis celle-ci» ou, en fait, voilà, il y a un petit écart, sur, sur ce côté-là et je pense qu'il faut vraiment, garder en tête que quand on dépose un texte sur, Éditez-nous et qu'en en tout cas, on crée cette fiche de manuscrit et ce pitch et cetera, on s'adresse aux éditeurs et aux éditrices derrière qui, derrière, voilà, tout, dans leur quotidien, en fait, parcourent, les textes. Donc il faut que ce soit tout à fait, soigné et que ce soit, aussi propre que possible. En tout cas, c'est comme ça, on essaie, justement de les accompagner sur ce sujet. Après ce que je vois d'autre, c'est les mots-clés trop communs. Il y a, un choix de 5 mots-clés qui est possible sur, la fiche manuscrit et voilà, des mots-clés comme amour, passion. Alors certes, c'est, voilà, si c'est vraiment un texte où, l'amour, c'est, un thème, vraiment très, dominant et important, il y a pas de souci. En revanche, dans les prochains mots-clés, il faut aller un petit peu plus loin aussi, aller, vraiment, chercher des termes, qui vont toucher à l'univers, à l'atmosphère même, du texte et ça, je trouve que c'est assez important. Oui, là, en fait, tu évoques, c'est un peu exactement comme sur les réseaux sociaux, qui est que si tu mets des hashtags qui sont trop communs, ça va être complètement noyé dans la masse, alors que justement, à un moment, il faut mettre des hashtags qui sont l'essence même, le cœur même de ce que tu es en train de raconter, donc quelque chose de beaucoup plus niché pour que tu attires évidemment le bon professionnel qui sera intéressé par cette niche et pas par quelque chose de très, très, très général. Absolument, oui, c'est tout à fait ça. Et donc c'est vraiment, important de toucher vraiment au cœur, ouais, c'est exactement ça. Ce que je trouve aussi, c'est, la mise en page en général des textes. Je vois des auteurs et des autrices qui ont déjà fait, une mise en page très, très,
abouti, en fait, avec plusieurs pages en fait, le texte ne commence qu'à la page 7, quoi, à la page 8. Et ça, c'est assez dommage parce que sur Éditez-nous, nous, quand l'éditeur ou l'éditrice lit un extrait, il a accès aux 10 premières pages. Donc, c'est dommage si on arrive à la page 8 et que le texte ne commence qu'à ce moment-là. Ça fait que 2 pages finalement pour appréhender le texte. Des fois, elles peuvent suffire, hein, bien sûr, mais des fois, c'est bien aussi d'en avoir un petit peu plus. Donc peut-être aussi ça empêche légèrement, l'éditeur ou l'éditrice de se projeter. Après, c'est toujours pareil, hein, les éditeurs et les éditrices ont, différentes manières d'appréhender, les textes qu'ils reçoivent. Certains, ça ne leur dérange pas du tout, d'autres, justement, c'est un souci. Voilà, il y a aussi, beaucoup de choses qui sont à nuancer, mais je pense que quand même, c'est un point où il faudrait faire attention, et notamment pour les sommaires, en fiction, hein, parce qu'en non-fiction, ils sont, tout à fait recommandés et demandés même en début Mhm. de texte. En fiction, en revanche, plutôt le mettre à la fin, plutôt mettre le sommaire à la fin. C'est des choses assez pragmatiques, hein, assez techniques des fois, mais des fois voilà, ça fait la petite, Mais différence. oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, bah, notamment typiquement, voilà, le fait que vous mettez en accession les 10 premières pages, et je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a 4 pages de titres, de citations qui n'ont pas directement un rapport avec le roman, bah, ça fait 4 pages de moins sur les 10. Et comme tu dis, 4 pages, c'est pas rien pour se plonger dans l'histoire. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Donc vraiment, je conseille vraiment d'avoir une mise en page assez simple finalement, parce que, on n'est pas à ce stade-là en fait du processus et c'est après en fait que vient tout ça parce que derrière, la mise en page, c'est l'éditeur et l'éditrice qui s'en chargent et aussi parce qu'il a toute une identité. On le voit bien, hein, en librairie, on reconnaît tout de suite les maisons d'édition par leur, couverture et c'est ça, ouais, qui fait aussi que, voilà, un auteur ou une autrice va intégrer tout un état d'esprit finalement autour, avec, cette maison d'édition, en fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi et ça me fait penser que quelquefois, j'ai des auteurs qui me montrent voilà, comment ils ont envoyé leur dossier de soumission, leur Mmh. manuscrit à une maison d'édition et qui mettent un projet de couverture. Et donc, à chaque fois, je leur dis exactement ce que tu leur dis. C'est que Mmh. quand tu proposes à un éditeur que par ailleurs tu ne connais pas, puisque tu n'as pas encore signé avec lui, et que tu lui proposes déjà, parce que tu penses que ça rend le roman plus abouti et plus professionnel, un projet de couverture, c'est complètement contre-productif parce que tu n'es pas commercial, tu n'es pas éditeur et que c'est l'éditeur qui est aussi accessoirement un spécialiste de la mise en vente des romans qui sait exactement quelle charte graphique utiliser pour correspondre à leur ligne éditoriale qui a été étudiée pour répondre à un lectorat qu'ils connaissent bien. Donc, du coup, ce qu'on pense être un avantage et un plus qui fait que bah, notre dossier va se démarquer par rapport aux autres parce qu'il aura une couverture, bah, c'est tout l'inverse en fait qui se produit. Exactement. Oui, oui, c'est tout à fait ça et je sais qu'il y a certains auteurs et autrices qui se disent, «C'est dommage, j'avais cette superbe idée», mais là, c'est pareil, c'est toujours une question de processus et de se dire: «On n'en est pas encore là» et c'est, d'abord le texte, l'essence du texte, le fond et voir ce qu'on peut en faire, mais par la suite, quoi. Exactement. Et là, on touche vraiment à la différenciation des métiers. C'est-à-dire que le métier de l'auteur, c'est de savoir écrire de façon professionnelle un texte, un roman de fiction ou un roman de non-fiction. Mais c'est pas de créer l'objet livre. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand on est auto-édité, ça veut bien dire les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois la casquette d'auteur et alors on prend la casquette d'éditeur. Et du coup, on exerce 2 métiers en un, mais c'est vraiment 2 métiers, différents en fait. Et il faut pas marcher sur les plates-bandes de l'un et de l'autre, du coup. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est des métiers tout à fait différents et avec, oui, des visions aussi un peu différentes qui vont faire que, on va pas avoir les mêmes réflexes ou les mêmes automatismes. Après, il y a toujours un échange, hein, une discussion entre l'auteur, l'autrice et puis, ses différents interlocuteurs, et interlocutrices. Évidemment, c'est essentiel. L'auteur ou l'autrice reste quand même, voilà, maître de son œuvre. Donc, sans aucun souci et c'est, aussi, je pense à ça, la même chose, on fait des ateliers, nous, chez Éditez-nous, des ateliers relecture, incipit et correction et en fait, c'est des services qui sont tout à fait, indépendants, hein, de notre service d'abonnement avec, présentation en maison d'édition. Quelque chose de tout à fait à part que les auteurs et les autrices peuvent,
peuvent accéder. Et en fait, dans ces ateliers relecture, on a des conseillers et des conseillères littéraires qui conseillent les auteurs et les autrices sur leur texte, sur le fond, sur l'essence, et toujours dans la même idée que ce ne sont que des suggestions, que ce ne sont que des conseils et que l'auteur ou l'autrice doit toujours être en accord avec toutes les modifications qu'il va entreprendre dans son texte. Ça, je le Ah répète bah c'est la tellement fameuse, souvent. c'est ce qu'on dit à l'ICAR, c'est le fameux jeu d'équilibriste que Mmh, l'auteur doit faire entre ce qu'il est en capacité de changer, ce à quoi il peut renoncer assez facilement parce qu'on lui suggère et parce que, d'après lui, effectivement, ça peut apporter un plus sur le roman. Donc, il y a une confiance qui doit s'installer avec le relecteur. Et puis, ce qui est de l'ordre du non négociable, parce que c'est ce qui touche à l'intention littéraire et c'est ce qui touche à la manière dont il a voulu ou elle a voulu créer son histoire. Et c'est compliqué pour un jeune auteur, du coup, d'apprendre à renoncer à certaines choses pour le bien futur du roman et de garder en tête que la personne qui fait le conseil, que ce soit un éditeur professionnel, que ce soit même des bêta-lecteurs hein, tout à fait. de leur côté, que c'est toujours pour le bien du livre. En fait, ils travaillent dans la même équipe. Et c'est compliqué pour un jeune auteur de se dire ah oui, mais il est de mon côté, en fait. Il travaille avec moi pour que le livre donne le meilleur de lui-même. Exactement. C'est toujours fait avec, beaucoup de bienveillance et en même temps sans omettre de pointer les éléments qui posent problème en fait ou qui sont, difficilement appréhendables avec une vision d'expertise, en tout cas chez nous avec, des éditeurs, des éditrices, voilà, experts dans leur métier. Mais en même temps, moi je dis toujours aux auteurs et aux autrices: «N'hésitez pas à prendre du recul aussi avec, cette analyse, laissez-la un petit peu, voilà, mijoter aussi dans votre esprit et puis ensuite y revenir un petit peu et se dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change vraiment? Ou dans quelle direction je vais?» Voilà, c'est un peu l'idée. Tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, je voudrais terminer cette interview. J'aime bien poser cette question-là quand j'ai la chance de recevoir des professionnels de la chaîne du livre. Mais comme tu as un petit peu de recul quand même, puisque tu as fait plusieurs postes, hein, du coup, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une certaine évolution bah voilà, dans les différents acteurs de la chaîne du livre, dans leur pratique, dans leur façon d'appréhender le métier et le monde du livre, que ce soit du côté des auteurs ou du côté des maisons d'édition? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer et qui sont en train d'évoluer? Oui, tout à fait, oui, oui, le monde de l'édition évolue, et continue, d'évoluer encore. Heu, voilà, on en est un peu la preuve vivante, hein, nous avons, aujourd'hui plus de 100 maisons d'édition qui sont partenaires et qui ont d'abord été curieuses, qui sont venues voir un peu voilà, qu'est-ce qu'on faisait et qui nous ont ensuite fait confiance pour que nous devenions finalement, de vrais partenaires, professionnels, voilà. Donc il y a vraiment quand même un petit, déclic qui s'est fait où, le monde de l'édition qui, est connu pour être quand même assez conservateur dans ses façons de faire, va quand même chercher un petit peu toutes les idées novatrices qui peuvent les aider dans leur quotidien aussi. Quand je vois aussi tous les textes qui sortent en librairie aujourd'hui et notamment ceux grâce à Éditez-nous, dont on est vraiment très très fiers, je me dis que l'édition commence quand même à être de plus en plus ouverte d'esprit et à vouloir se renouveler dans les textes qu'elle publie, mais également dans la manière de les trouver et de dénicher, de nouvelles voies. Oui, tout Voilà. à fait. Et alors là, bien sûr, à titre tout à fait personnel, hein, l'ICAR, on est complètement d'accord avec vous. On partage exactement cette vision de l'évolution et ça me fait penser aussi, parce que je discute beaucoup avec des agents littéraires sur l'évolution de leur métier, qui Oui. finalement est un métier qui est aussi très récent, en France en tout cas, hein, j'entends. Mmh. Et beaucoup me disaient, mais alors au début, quand on a commencé à toquer à la porte des éditeurs pour se présenter, c'était enfin, souvent en tout cas une catastrophe. Donc vraiment, ils étaient regardés de haut ou avec beaucoup, beaucoup de méfiance de la part des éditeurs. Et alors, quand ils ont signé leur premier contrat, où évidemment c'était tripartite, hein, il y avait l'auteur, il y avait son agent littéraire et puis les éditeurs, ils m'expliquaient que c'était. Alors, pour arriver à rédiger le contrat, mais on avait l'impression qu'on était en train d'inventer le fil à couper le beurre. Et en fait, en l'espace de quelques années,
finalement, c'est devenu complètement, normal et il y a plus aucune maison d'édition maintenant, qui s'offusque ou quand elles le font, elles ont un problème, mais qui Mmh. s'offusquent que quand un auteur arrive en disant: «Ah, au fait, vous négociez pas avec moi, mais vous négociez avec mon agent littéraire» et je pense que ça ce métier-là d'agent, il ressemble un peu à ce qu'on vit nous, à l'ICAR et ce que vous vivez vous à Éditez Nous. Oui, tout à fait. Oui, absolument, c'est vrai que ce métier-là, comme le nôtre, en fait, on a dû, prendre confiance déjà, nous de notre côté et puis, faire en sorte que les éditeurs et les éditrices, nos interlocuteurs et interlocutrices, professionnels, nous fassent confiance, en fait. Et là, c'est, en fait, voilà, prouver, chaque jour. Après, voilà, nous, le site a énormément évolué depuis, 2 ans et demi. Ce n'est pas du tout le même qu'au début, mais parce qu'on a aussi pris en compte les retours, les Bien feedbacks, sûr. voilà, des éditeurs et des éditrices en disant: «Bah, ça, c'est super, en revanche, ça, j'ai pas bien, trouvé comment faire» et nous, en fait, on s'adapte derrière et c'est ce qui fait aussi que, bah, la technologie, elle avance très vite, en fait. Donc nous, il faut aussi qu'on soit un petit peu, qu'on s'accroche, en fait, à cette technologie-là. En Complètement. tout cas, c'est assez, challengeant et oui, effectivement, ça il faut d'abord, toquer à la porte des éditeurs, des éditrices, prouver un petit peu notre valeur et puis ensuite ça se passe, extrêmement bien. Nous, aujourd'hui, on est très contents, des relations qu'on a avec, nos différents, partenaires. Complètement et alors c'est un tout autre, sujet, qui nécessiterait certainement un autre épisode de podcast. Mais là, on touche, aux jeunes entreprises qui se créent dans un marché qui n'existe pas. Ce qui est le cas d'Éditez-nous et ce qui était le cas de l'ICAR où on n'a pas on n'a pas d'équivalent en fait, Exactement. quand on démarre et du coup, comme tu le dis très bien, il faut, continuellement qu'on réajuste notre position par rapport à évidemment ce que nous donnent, les auteurs et publics auxquels on s'adresse ou les interlocuteurs professionnels qu'on peut avoir, sachant qu'on peut se raccrocher à pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'équivalent quand on s'est créé. Et ça, c'est effectivement, comme tu dis, très challengeant quand on est entrepreneur, ça c'est certain. Absolument, oui, oui, c'est, vraiment, heu, des épreuves de tous les jours. En tout cas, on a toujours des choses à ajuster et à réinventer. Exactement. Et ce sera le mot de la fin, c'est que ce n'est pas un métier évident en fait. Mais, très, très épanouissant. Mais très épanouissant et surtout, et je pense que tu partageras mon avis, c'est surtout qu'on a la possibilité de rencontrer tellement de profils différents, en fait. Absolument, Et ça, c'est très enrichissant. C'est pas que des auteurs et ça ne serait que des auteurs, ce serait déjà génial parce que, on peut pas comparer un auteur de polar avec un auteur de romance et un auteur de bien sûr, mais en exactement. plus, on rencontre plein d'autres prestataires de services, tiers partenaires, et cetera qui fait que c'est très riche, en fait. Tout à fait, je suis absolument d'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, j'ai été vraiment ravie de te recevoir dans cet épisode. C'était très intéressant comme conversation. J'espère que les auditeurs auront une vision un petit peu plus claire de ce que vous faites. En tout cas, je les encourage vraiment à se rendre sur la plateforme Éditez-nous, où vous expliquez d'ailleurs très bien ce que vous faites, hein. Le site est très bien fait. Et évidemment, à vous poser des questions s'ils ont des questions à vous poser. Bien, merci beaucoup encore pour l'accueil et j'étais aussi ravie, d'avoir, cette discussion et j'espère, avoir été assez claire aussi, et pas trop, partir dans tous les sens. Non, je pense que tu as été très, très clair et c'était vraiment très intéressant. En tout état de cause, eh bien, je vous dis à très, très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.